Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de DPO Consulting, une société de Grant Thornton. On va laisser venir les uns les autres, on va se donner une petite minute avant de commencer, Alan Blotio et moi-même. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bien, écoutez, je vous propose qu'on introduise ce webinaire 5 sur 5 sur la vidéosurveillance, la vidéoprotection sous un angle plutôt technique, avec un thème qu'on a choisi volontairement provocateur, caméra sous surveillance, l'objectif étant de vous apporter des éléments clés pour sécuriser vos installations et éviter des cyberattaques, des sanctions et des mauvais usages. Je suis Christophe Drault, directeur général de DPO Consulting, qui est une société de Grant Thornton France. Et pour ma part, donc Alan Blotcho, directeur du pôle cyber chez DPO Consulting. Jusqu'à présent, enchanté. Alors, le thème du jour, c'est les dispositifs vidéo. On parlera essentiellement de vidéosurveillance et de vidéoprotection. On va laisser de côté les éléments qui sont liés au LAPI, au lecteur automatique de plaques d'immatriculation, les caméras piétons, etc., pour nous concentrer sur les dispositifs de vidéosurveillance, de vidéoprotection. L'objectif, c'est de regarder à travers tous les avantages qu'on peut avoir en termes de dissuasion, protection des biens, protection des personnes, de collecte de preuves, qu'est-ce qui peut mettre en difficulté simplement pour des défauts de sécurisation des installations, qu'est-ce qui peut mettre en difficulté et le dispositif vidéo et le système d'information de votre organisation, sachant que les dispositifs deviennent souvent des portes d'entrée aux cyberattaques. Donc, 3 objectifs aujourd'hui: comprendre les risques techniques, adopter des bonnes pratiques d'installation, et puis construire une checklist d'exploitation qui sera fournie au fur et à mesure de nos différents temps de présentation aujourd'hui, avec un récapitulatif plutôt réglementaire en fin de session. Et le résumé à prendre en considération, c'est qu'un équipement vidéo, un dispositif vidéo, c'est un équipement informatique comme un autre, sauf qu'il est plus critique parce qu'il a des caractéristiques de sensibilité très particulières. On va construire ce 5 sur 5 en 5 temps, comme on le fait traditionnellement. Un premier temps pour aborder de façon générique le caractère maillon faible des dispositifs de vidéoprotection et de vidéosurveillance. Ensuite, on va aller regarder les impacts et les sanctions, et notamment les leçons qu'on peut tirer des sanctions de la CNIL qui, depuis 2025, ont été fortement accrues sur les dispositifs, et quels que soient les porteurs des dispositifs, qu'ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non. Ensuite, on va balayer, ça sera le cœur de notre démarche, on va balayer les risques cyber et les différents référentiels qui sont associés, et donc on prendra des catégories de risques et on essaiera d'apporter des solutions. On fera une reprise en 4e temps sur le choix des prestataires, et enfin, nous conclurons sur un temps qui est lié au maintien en sécurité et à des checklists qui sont liées à la gouvernance et au suivi des réglementations. Voilà pour les 5 temps de notre 5 sur 5 qui va nous conduire jusqu'à midi. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le cadre du chat qui est à la droite de votre écran. Ce que je vous propose, c'est qu'en fin de chacune des séquences, on prendra les différentes questions, on essaiera d'y répondre. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions qui arrivent ultérieurement sur un point antérieur, on essaiera de les traiter. On se gardera
un temps de questions un petit peu plus important en fin de séquence. Donc, on va essayer de tenir d'ici 11h50, 11h52 pour laisser du temps pour les questions de reprise. Eh bien, Alan, je te propose qu'on commence première séquence sur les dispositifs vidéo comme un maillon faible critique. Et sur le slide suivant, nous allons commencer par la description je veux bien le slide suivant, s'il te plaît, Alan. La description de tous les composants qu'il y a dans un dispositif de vidéo. Alors, les caméras, c'est le point en général qu'on connaît. Une caméra, c'est un dispositif technologique qui permet de prendre un certain nombre d'images. En général, on est sur du 20 à 30 images par seconde. On peut ralentir le nombre d'images, on peut accélérer. Et le dispositif de captation peut être enrichi par un certain nombre d'éléments logiciels qui vont permettre, par exemple, de prendre des images de nuit avec des dispositifs infrarouges, etc. La caméra elle-même ne repose pas toute seule, elle est embarquée dans un système de protection, carénage, des coques, des systèmes qui vont être plus ou moins soudés, qui vont être plus ou moins ouverts, et des fixations qui vont les permettre de les mettre en général en hauteur, soit sur des plafonds, des murs, des mâts. L'ensemble protection, fixation, et la caméra en tant que telle est ce qu'on appelle en général la caméra, mais ce sont des composants différents qui ont des fragilités différentes. Les capteurs. Les capteurs ne sont pas fournis dans tous les systèmes, mais vous pouvez avoir votre caméra qui va être augmentée avec, par exemple, un capteur infrarouge qui permettra de ne déclencher la prise de vue que dès lors qu'il y aura un objet qui va passer devant de nuit la caméra. Donc, ces capteurs sont souvent couplés soit dans la caméra avec un système logique, c'est-à-dire que vous avez une seule caméra qui a une fonction de prise de vue plus de capteurs, soit un capteur qui est à côté et qui va envoyer des ordres de déclenchement des actions auprès de la caméra. Ça peut être par exemple un détecteur de mouvement qui va faire pivoter la caméra vers un endroit où on aura vu un mouvement particulier se faire. Une fois qu'on a ce dispositif de caméra, ses attaches, ses protections, éventuellement les capteurs, eh bien, il va falloir sortir la donnée depuis les caméras. Donc d'abord, c'est le réseau. Le réseau peut être de différents types. Ça peut être un réseau filaire. Souvent, on est sur des systèmes RJ45 avec du câblage Ethernet qui permet de pouvoir relier les caméras via un réseau auprès de concentrateurs, auprès de routeurs. On peut avoir des liaisons radio de différents types, des liaisons radio Wi-Fi, des liaisons radio à faible niveau. On a encore des caméras qui fonctionnent avec des systèmes dits 2G, Sigfox ou ce genre de choses. Donc, le type de liaison entre la caméra et l'exploitation des images se fait par un réseau qu'il va falloir construire, maîtriser et bien connaître parce que c'est des points de fragilité. Les interconnexions, c'est tous les dispositifs qui sont intermédiaires dans le cadre du réseau vers l'exploitation des images. Souvent, le dispositif est un dispositif qui est déporté. Donc, on va avoir dans un lieu particulier une réserve, une remise, un site distant, un système de vidéosurveillance qui va être mis en place et les images vont remonter en filaire vers des routeurs, vers des concentrateurs qui ensuite vont traiter les données et vont les envoyer vers les lieux finaux. Donc, toute cette architecture d'interconnexion représente autant de points de force pour la performance et de points de risque s'ils ne sont pas sécurisés. Ensuite, on est sur l'accès aux images proprement dit. L'accès aux images se fait de différentes manières. D'abord, il se fait à travers du matériel qui permet d'accéder aux images. Un PC, qui peut être un PC fixe, mais il y a des systèmes qui sont accessibles via des PC portables, via des tablettes, voire via des interfaces qui peuvent être sur des téléphones portables. Plus
ces interfaces sont mobiles, plus on prend un risque, plus elles sont fixes, plus on va pouvoir apporter des couches de sécurité. Ce n'est pas le tout d'avoir un accès aux images avec un poste qui va être dédié. Il faut aussi pouvoir exploiter depuis un endroit particulier. Et on peut exploiter soit dans une salle qui est dévolue à la vidéosurveillance et à la vidéoprotection, un centre de surveillance, un local strictement dédié pour la vidéosurveillance, qui va être verrouillé ou qui va avoir un contrôle d'accès ou qui va avoir des éléments qui permettront de tracer qui rentre et qui sort. Et puis, on peut avoir des accès qui sont moins sécurisés, qui vont se faire dans une salle ou dans des lieux qui vont être déportés et sur lesquels on n'aura pas automatiquement une maîtrise de la sécurité de l'environnement qui est autour. On continue à tracer la circulation des images et des données qui sont portées dans le dispositif. Il y a le logiciel qui permet d'accéder aux images. Le logiciel qui permet d'accéder aux images, qu'on appelle régulièrement un VMS, donc un système de management de la vidéo, ce logiciel va avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de définir qui peut accéder, comment on peut extraire, quels sont les rôles des différentes personnes, des administrateurs, des personnes qui peuvent faire uniquement la visualisation, des personnes qui peuvent faire les extractions. Le VMS peut avoir des fonctionnalités qui permettent de faire des retours arrière, par exemple, regarder à moins 30 secondes ou à moins 1 minute ce qui vient de se passer, etc., etc. Donc, le choix du logiciel est un composant qui est très important, qui est souvent livré avec les dispositifs de caméra, mais on a des VMS qui sont compatibles sur différents systèmes et qui permettent d'agréger différentes marques et différents types de caméras sur un seul même système. Ce logiciel ne servira à rien si on ne pouvait pas stocker les images. Et le stockage des images, c'est à la fois le stockage des images en phase de production, c'est-à-dire pendant au maximum 30 jours où on va exploiter les images, mais aussi éventuellement des sauvegardes de sécurité sur lesquelles on s'assurera d'appliquer des durées de conservation, mais aussi dans le cadre des extractions de certaines images pour une levée de doute, pour une suspicion particulière ou pour un contentieux particulier, eh bien, où est-ce qu'on stocke ces images? Et c'est très souvent en dehors du dispositif de vidéoprotection en tant que tel, qu'on aura acquis, sauf que c'est un composant, ce stockage des images, dont on reviendra après. Et puis enfin, l'interface d'administration qui est souvent liée au logiciel, au VMS. Parfois, il peut y avoir des fonctionnalités complémentaires ou des outils complémentaires qui permettent de pouvoir administrer notamment les différentes caméras avec les IP, les sécurités, aller pouvoir corriger les angles, aller pouvoir corriger les masquages logiques. C'est un composant qui fait partie du dispositif vidéo. Donc, vous le voyez, souvent on parle des caméras, mais c'est un ensemble sur lequel on peut avoir à la fois des sécurités et des risques, et on y viendra après. Mais avant de voir ces sécurités, il faut voir aussi la couche fonctionnelle qu'on a sur un dispositif. Et je passe la parole à Alan. Tout à fait. Merci Christophe. Donc effectivement, comme le dit Christophe, c'est un dispositif vidéo, c'est effectivement une somme de composants, mais c'est également un certain nombre de fonctionnalités qu'il faut connaître et qu'il faut surtout maîtriser. Tout d'abord, il vous l'a dit, hein, Christophe, l'installation, c'est évidemment le socle de votre dispositif vidéo. Donc ça va de la fixation physique pour éviter les sabotages directement de votre matériel ou du réseau. Et même qu'il soit filaire ou radio, finalement, chaque segment du dispositif va également être une vulnérabilité potentielle du dispositif vidéo. Pareil, on n'oublie pas non plus tout ce qui va être machine d'administration et serveur, que ce soit dans les locaux directement de votre organisme ou dans le cloud. En fait, c'est le cœur battant du système et donc il va falloir aussi réfléchir à comment on sécurise ça. Si c'est moi qui le fais, comment je fais? Si c'est un prestataire, comment je vais encadrer la relation de prestation? Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous avez d'autre part la configuration aussi logique, donc tous les paramètres initiaux de votre dispositif vidéo. Encore une fois, ici, on dit souvent que le diable se cache dans les détails, c'est vrai. Il va falloir faire attention, par exemple, à l'angle de vue que vous allez adopter pour le dispositif vidéo, parce que s'il est mal réglé, finalement, vous allez potentiellement, par exemple, filmer une zone qui est interdite
par la loi. Hein. C'est pareil, il y a beaucoup de particuliers qui mettent des dispositifs vidéo devant leur maison pour filmer la porte d'entrée, mais en fait, au lieu de filmer simplement leur porte d'entrée, ils filment l'intégralité de la voie publique. Bah, c'est quelque chose d'interdit, pour le coup. Donc, il faut faire attention à ça. D'autre part, il faut aussi réfléchir aux différents droits d'accès des personnes aux dispositifs vidéo. Donc, qui peut y avoir accès, à quel moment, pourquoi. On fait attention aussi à la durée de conservation des images. On va en reparler aussi. Faut pas que ça dépasse une durée qui se veut souvent légale. Donc, on parle souvent de 30 jours maximum en France. Donc, tout ça, c'est quelque chose à connaître et à maîtriser parce que sinon, on peut vite se retrouver finalement en situation d'illégalité. On a aussi tout ce qui va être disposition de chiffrement, protection des flux finalement. Donc encore une fois, le chiffrement, c'est pas censé être une option. Hein. On doit mettre en place un chiffrement des données de bout en bout, donc le end-to-end, pendant que l'image voyage, est en transit sur notre réseau. Que ce soit au repos, donc quand elle est stockée sur le disque dur, cette donnée, mais même jusqu'à dans les sauvegardes qu'on peut avoir. Donc vous savez, ces fameuses sauvegardes qu'on va conserver jusqu'à 30 jours, eh bien, tout ça doit être également chiffré et ne doit pas être en clair. Donc, c'est une couche supplémentaire de sécurité qu'il faut impérativement réfléchir au départ et mettre en place. On a aussi ce qu'on appelle les dispositifs augmentés. Donc là, il faut faire attention, encore une fois, c'est quand on parle de vidéosurveillance qui devient intelligente. Ici, on va générer encore plus de métadonnées. On va avoir de la géolocalisation, de l'horodatage, de la détection de dépôts suspects, par exemple, via l'IA, ou reconnaissance de véhicules particuliers avec les plaques d'immatriculation. Bah, tout ça, tous ces algorithmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle, peut transformer de ce fait une simple image en toute une base de données qui est exploitable et donc convoitable par des cyberattaquants. Et enfin, je mets un petit peu un nota bene sur la partie floutage des visages. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Attention, quand on le fait, évidemment, c'est très bien. C'est un outil formidable. Ça permet de limiter les risques. Mais attention tout de même, parce que ça reste un traitement à part entière. Le fait de flouter des visages en temps réel ou après captation, ça reste une manipulation de données à risque. Et donc, ce traitement va devoir également être analysé et sécurisé, encore une fois, pour garantir que l'image originale qui n'était pas floutée ne soit pas, elle, non plus, accessible sans autorisation. Donc, comme vous le voyez, notre dispositif de vidéosurveillance et de vidéoprotection est un ensemble à la fois technique, physique et logique, et c'est sur l'intégralité de ces composants et des interactions entre ces composants qu'on va pouvoir analyser des risques, puis ensuite des solutions. Peut-être pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, même si on y reviendra plus en détail, Alan, quelques exemples de risques cyber courants. Ouais, qu'est-ce qu'on peut retrouver le plus facilement? On a par exemple l'intégration de vos flux vidéo et de vos caméras dans ce qu'on appelle des botnets. En fait, c'est un risque qui est très silencieux, entre guillemets, parce qu'en fait, vous ne savez pas nécessairement. En fait, vos caméras, elles ont une certaine puissance de calcul, selon le type de matériel que vous avez. Et donc, en fait, elles peuvent être recrutées un petit peu à votre insu dans des réseaux de machines zombies. C'est ça, ces fameux botnets. Et dans ce cas-là, ça va servir à lancer ensuite, toute cette puissance de calcul, des attaques contre, par exemple, d'autres entreprises, peu importe. Et en fait, vous devenez, malgré vous, donc un acteur de cybercriminalité pour d'autres personnes qui utiliseraient cette puissance-là. Vous avez aussi la potentialité d'utiliser une de vos caméras qui serait donc compromise comme une tête de pont. Donc, en fait, c'est un scénario qui est extrêmement redouté, que ce soit par les DSI et autres. C'est qu'en fait, la caméra, elle est bien sur votre réseau. Et une fois qu'elle est compromise, elle va servir de base arrière, en fait, aux pirates pour, par exemple, scanner tout votre réseau interne, essayer de rebondir sur d'autres serveurs de données, de propager, par exemple, un ransomware, etc. En fait, c'est vraiment un cheval de Troie moderne. Il faut faire attention, dès qu'on a un appareil connecté à son réseau, de ce fait, il devient une porte d'entrée potentielle. Je pense qu'on a de cesse de le répéter, mais c'est toujours important de le rappeler. On a aussi forcément tout ce qui est vol de données historique et donc espionnage. On a des enregistrements qui sont stockés, que ce soit directement dans nos baies, soit dans le cloud. C'est vraiment une mine d'or pour des potentiels attaquants. Pour un concurrent ou un maître chanteur, accéder à votre historique, à vos images, c'est aussi connaître vos habitudes, vos process de fabrication, vos flux de marchandises, ce genre de choses. Donc, ça peut être aussi de l'espionnage industriel, pourquoi pas, directement.
Tout ce qui est saturation de réseau aussi ou déni de service, hein, en fait, là, on parle surtout de sécurité physique. On peut saturer votre réseau. L'attaquant peut donc rendre un système inopérant à un moment précis où il en a besoin. Donc, par exemple, il sait qu'il va venir physiquement dans vos locaux, et bien, il va désactiver au préalable les flux vidéo et donc il pourra rentrer sans que vous le sachiez à ce moment-là parce que la caméra ne fonctionnera plus pendant tel instant. Et enfin, on a la substitution de flux vidéo réel. Donc ça, vous le voyez beaucoup dans les films hollywoodiens, hein, en fait, hein, c'est pas nécessairement de la science-fiction, c'est que un attaquant peut très bien, une fois qu'il a accédé à vos différents flux vidéo, remplacer le flux en direct, soit par une boucle préenregistrée, soit par une autre boucle. Et donc, bah, en fait, même s'il y a quelqu'un qui croit que la caméra fonctionne toujours, il va voir en fait une image qui est soit calme, soit redondante sans s'en rendre compte. Et donc, il peut y avoir potentiellement en même temps une intrusion physique en temps réel sans que ce soit vu directement, même par une personne qui serait devant ses écrans en train de vérifier les différents flux vidéo. Donc, il y a ça, hein, il y en a bien d'autres encore de types d'attaques, mais c'est important, encore une fois, de comprendre ça. C'est important de mettre en place la sécurité qu'il faut. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, sur ce premier temps sur le maillon faible, on a présenté la complexité qui peut être parfois un petit peu déprimante de ce dispositif vidéo qui est, somme toute, comme beaucoup de systèmes de gestion, de systèmes industriels, qui a beaucoup d'intrants, qui a beaucoup de composants, qui a beaucoup de logiciels. Et souvent, on trouve des solutions clés en main sur le marché qui ne prennent pas en compte la mesure de cette complexité. Donc là, on va rentrer sur un deuxième temps, mais peut-être que vous avez des questions. Je vais répondre à Widad déjà. Oui, il va y avoir un replay et nous vous donnerons le lien vers le replay sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer sur les impacts qu'il peut y avoir et sur les sanctions. Alors, les différents risques, c'est déjà des risques purs liés aux données, et notamment par rapport aux risques, aux vulnérabilités, on l'a vu sur un certain nombre d'attaques potentielles, c'est la possibilité que des personnes puissent accéder soit au flux, soit aux données elles-mêmes, et notamment à des images sensibles. Et dans ce cadre-là, la vulnérabilité est une vulnérabilité qui va être à la fois réglementaire, parce qu'il va y avoir des obligations, mais aussi opérationnelle, puisque ça peut avoir des impacts, comme on l'a vu tout à l'heure, sur vos fonctionnements de votre organisation. Il peut y avoir à l'intérieur même de l'organisation des risques liés aux données qui vont être liés à des détournements de finalité, à des croisements illicites, illégaux, qui ne sont pas toujours avec une volonté maligne de la part des personnes, mais dès lors qu'il y a des données qui sont disponibles, on se dit, eh bien, je vais pouvoir m'en servir pour un certain nombre de choses. Un exemple particulier qu'on retrouve de façon assez fréquente dans des contentieux, c'est l'utilisation d'un système de vidéosurveillance pour protéger les biens et les personnes, pour pouvoir contrôler des prestataires de services ou des salariés et vérifier s'ils ont bien fait leurs activités, s'ils étaient bien présents à telle heure ou à telle heure. Ce n'est pas parce qu'il y a un dispositif qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses. Donc ici, on est sur des vulnérabilités d'opportunité. On a aussi les risques d'exploitation même du système, et là, on est essentiellement sur des problématiques qui vont être liées à la conservation. On ne se rend pas compte qu'on a conservé des données pendant plus de 30 jours. On ne se rend pas compte ou sciemment, on n'a pas mis en place de journalisation qui font qu'on n'est pas capable de pouvoir retracer, sécuriser le stockage et les accès aux données. Les risques cyber, on en a vu certains, on va en voir après, donc je ne vais pas les redévelopper. La non-maîtrise technique, c'est tout ce qui fait que dans les dispositifs qui sont fournis, on a dépassé le traditionnel système avec des caméras, le magnétoscope avec les bandes et sur lequel on va regarder. Pourquoi? Parce qu'on embarque de plus en plus de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités soit de mouvement, soit de captation sur des spectres, notamment des spectres infrarouges qui vont être plus particuliers, soit la capacité à pouvoir, via des systèmes d'intelligence artificielle, pouvoir réinterpréter les images avec une capacité de calcul qui est tellement puissante que ça dépasse la maîtrise humaine qu'on ferait. Et par exemple,
on va pouvoir faire des typologies parce qu'on a une fonctionnalité qui nous permet de savoir comment sont habillées les personnes, de quelle couleur, et on va commencer à faire des profilages et des tris sur les personnes, sur leurs vêtements. Bien entendu, ici on est sur les vêtements, mais ça peut aller sur une non-maîtrise technique, et on le verra après, qui est liée à de l'illégalité, par exemple, du traçage biométrique à travers le système. Et puis enfin, on va le voir dans quelques secondes, les impacts en termes de contrôle et de sanctions de l'autorité de contrôle qui est essentiellement la CNIL en France. Et je pense que, Alan, tu peux nous donner quelques exemples qui sont des exemples parmi d'autres, mais qui vont vous montrer que on a un enjeu pour la CNIL qui est de plus en plus important en termes de sécurité des systèmes de vidéosurveillance et de vidéoprotection. Tout à fait. Je vais essayer de passer un peu rapidement, mais ça reste important quand même d'expliquer qu'il existe effectivement des sanctions potentielles infligées par la CNIL, parce que évidemment, qui dit captation vidéo dit forcément, en tout cas la plupart du temps, des personnes physiques sur ces flux vidéo, et donc dit protection des données personnelles. Ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, premièrement, vous voyez, je vous mets une amende record quand même qui a été publié contre la Samaritaine, qui a quand même pris 100 000 € d'amende justement pour défaut de sécurité et d'information aussi auprès des personnes sur son dispositif vidéo. Donc, ce qui montre que non seulement c'est important de votre côté, cet aspect sécurité technique et autres de votre dispositif de captation vidéo, mais c'est important aussi au sens du RGPD parce que les sanctions sont réelles, elles sont applicables et elles sont existantes. En plus de ça, j'ai envie un peu de vous aiguiller, de vous alarmer sur le fait que en 2025, voilà, la CNIL a commencé à faire une phase d'accélération avec les procédures dites simplifiées. Procédures simplifiées qui permettent finalement de regarder directement sur pièce quelque chose, enfin un traitement, et de se rendre compte rapidement s'il est dans l'illégalité ou pas. Et en fait, la CNIL, grâce à ça, entre guillemets, peut infliger des amendes très rapidement. Alors les amendes sont évidemment un peu plus faibles que celles de la Samaritaine, mais tout de même, ça peut aller assez rapidement et dans tous les secteurs possibles. Donc là, je vous ai mis un petit peu les manquements basiques qui sont souvent relevés par la CNIL lors des contrôles. C'est souvent des mauvaises configurations des accès, donc des personnes qui ne sont pas censées avoir accès au dispositif vidéo ont quand même l'accès. Ça peut être une surveillance excessive des salariés, c'est-à-dire que je vais avoir un dispositif vidéo qui filme par exemple directement le bureau d'une personne ou alors qui est dans la salle de pause alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est ce genre de choses qui n'est pas possible normalement mais qui a pu être constaté parfois. Et c'est aussi et très souvent l'absence d'information des personnes puisque dès lors qu'il y a un dispositif vidéo, on est censé mettre en place des affiches d'information pour les personnes qui sont susceptibles d'être filmées, que ce soit les salariés mais aussi le public, quand c'est le cas, qui va expliquer finalement qui est le responsable de traitement, pendant combien de temps les données vont être conservées, auprès de qui il faut discuter pour avoir accès à ces données si jamais il y a un problème, ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est très, très souvent absent et donc peut très facilement amener à des sanctions de la CNIL. Tu as des exemples de sanctions ? Des exemples de sanctions, ouais, j'en ai remis ici, dans plusieurs secteurs différents. On a donc, par exemple, vous voyez, je vous mets 3 secteurs qui sont très différents, le commerce de détail, le secteur de la restauration, le secteur immobilier. Vous voyez, les amendes sont plus faibles, mais en fait, elles sont réelles. Et dans tous les cas, c'est toujours un peu embêtant de se dire, j'ai quand même pris 6 000, 20 000, 40 000 €, alors que c'était pas si compliqué finalement de mettre en légalité mon traitement. Donc, vous voyez, secteur restauration, on a un manquement à la minimisation des données. Donc, j'ai récolté plus que nécessaire, finalement, d'informations. En plus de ça, il n'y avait pas d'information des clients et des salariés. Je vous dis, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et il n'y avait pas d'analyse d'impact, donc d'AIPD au sens du RGPD, pour un traitement qui se dit finalement à risque pour les personnes. Et il n'y a pas eu cette analyse préalable. Pour le commerce de détail, pareil, conservation excessive des images, mauvais cadrage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la caméra filmait une partie peut-être effectivement des entrepôts, mais filmer aussi une grosse partie de l'espace public, ce qui est également interdit. Et par exemple, là, carrément, défaut de registre des traitements, c'est-à-dire que le responsable de traitement, donc l'organisme, n'avait même pas expliqué ce qu'il mettait en place, comment il le faisait, comment c'était sécurisé, etc. Donc, au sens du RGPD, encore une fois, c'est un manquement important, d'où la sanction qui est plus importante. Et encore une fois, secteur immobilier, par exemple, ici, surveillance donc disproportionnée, encore une fois, des salariés.
Donc, si je filme H24, encore une fois, un poste d'un salarié, s'il n'y a pas de raison de sécurité ou autre, bah, ce n'est pas quelque chose de légitime et donc, encore une fois, ça peut être sanctionné. Un logiciel de traçage d'activité qui peut être aussi dit intrusif, des accès distants qui ne sont pas sécurisés. Donc, ça peut être quelqu'un qui accède sans VPN ou des personnes qui ne sont pas censées non plus avoir accès directement à distance au dispositif vidéo. Ben voilà, vous voyez que là, on a des manquements qui sont quand même plus importants, d'où le montant de l'amende qui l'est également. Donc, les sanctions, ce n'est pas qu'une affaire juridique, de documentation, de registre, d'information, d'analyse d'impact, mais c'est des manquements techniques typiques qu'on peut résumer peut-être, Alan? Tout à fait. Donc, les manquements techniques typiques qu'on peut retrouver, encore une fois, hein, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps et ce qu'on vous a déjà expliqué. Donc, vous avez des accès trop larges. Encore une fois, la première règle qu'on se pose toujours, c'est j'ai besoin de connaître finalement quels sont les différents accès, mais trop souvent, on va avoir des organismes qui vont installer un écran dans un hall d'accueil avec les différents flux vidéo et on va donner un accès ensuite à un manager alors que c'est pas vraiment justifié par sa fonction, il n'y a pas de logique de sécurité dans l'organisme. Et bien de ce fait, si n'importe quel employé peut visionner ses collègues sans cadre précisément installé, ben en fait, on est en infraction complètement. C'est aussi la logique de zone interdite, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, hein, c'est un point de friction majeur. On n'a pas le droit de filmer des lieux de vie ou des espaces protégés. On ne filme pas la zone de restauration, la machine à café, on ne filme pas les locaux syndicaux dans la structure, je ne filme pas le domaine public. Donc, même si j'ai un entrepôt, je ne vais pas m'amuser à filmer toute la rue qui est devant l'entrepôt, ce n'est pas possible. Sauf si vraiment j'ai eu une autorisation préfectorale spécifique pour ça, mais c'est vraiment extrêmement rare. Bah, tout ça, c'est une ligne rouge pour la CNIL et donc ça amène facilement à des sanctions. La conservation excessive, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est important de se dire j'essaye de conserver des images maximum 30 jours et après je vais purger. C'est pour ça que je vais faire des sauvegardes journalières et comme ça, au bout de J plus 31, elle est purgée automatiquement. La seule exception, c'est que vraiment, par exemple, il y a sur des images quelque chose qui amène à une action en justice et donc j'ai un besoin de sauvegarder ces données-là le temps que l'action en justice soit faite. C'est un des rares cas d'exception, mais sinon, au bout de 30 jours, on va purger directement les flux vidéo. On a également les défauts de traçabilité. Parce que s'il y a un contrôle de la CNIL, elle va de toute façon vous demander qui est-ce qui a regardé ces images-là mardi dernier à 14h parce que je le vois dans les logs. Bah, si vous n'êtes pas capable de sortir ces fameux journaux de connexion, donc les logs, pour prouver qui a consulté quoi et quand, bah, en fait, vous n'êtes pas capable de garantir que les données n'ont pas été détournées ou n'ont pas été visionnées par des personnes non habilitées. Ça, c'est un gros problème aussi. Et enfin, on a aussi de plus en plus d'utilisation de l'intelligence artificielle, mais la plupart du temps sans encadrement spécifique. Je parle à la fois des organismes, mais aussi de l'État. Hein. Je vous assure que tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Utiliser de l'IA pour, par exemple, de la reconnaissance faciale ou de l'analyse comportementale, ça va forcément nécessiter une analyse d'impact relative à la protection des données, quoi, quelque chose de très solide pour ne pas s'exposer justement à des sanctions un petit peu bêtes. Donc, encore une fois, on ne teste pas l'IA sur ses employés sans un encadrement juridique strict. Ou ses clients ou ses usagers. Tout à fait. Donc, je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour des différents impacts et des sanctions. Le but maintenant, ça va être de passer sur le cœur un petit peu de cette présentation pour vous expliquer les différents risques qu'on va retrouver finalement en cyber et les référentiels qui sont applicables. Et je vais laisser Christophe commencer. Alors, première série, on a déjà vu les événements potentiels, c'est la collecte excessive. Donc là, on vous a mis 5 types d'exemples qui sont plus ou moins croisables, de la surveillance permanente et des prises de vue de zones privatives, du H24, des enregistrements audio couplés, on filme sur la voie publique, etc. Donc ici, on a des référentiels qui existent, qui sont des référentiels qui sont fournis essentiellement, je veux bien passer à la page suivante, Alan, s'il te plaît, par la CNIL et dans le cadre du Code de la sécurité intérieure. Premier élément, c'est tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les conovisions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder, où est-ce qu'on va regarder, comment on regarde. Donc, pour pouvoir s'assurer d'une minimisation des collectes, il faut s'assurer que les angles de vue sont maîtrisés. Donc, les angles de vue, c'est jusqu'où on filme. Alors, c'est un angle de vue qui se calcule en 3 dimensions plus une profondeur, c'est-à-dire largeur, hauteur, plus profondeur de champ.
sachant que la mise au point de votre système va faire que on va pouvoir avoir éventuellement des zones de flou et des zones plus précises, mais dans tout état de cause, dès que la caméra a un angle de vue, elle va absorber toutes les images. Or, la minimisation de la collecte commence à ce niveau-là. Donc, le choix des angles de vue, et on va le sécuriser, notamment à travers la fixation des caméras de façon solide, l'analyse des angles de vue à travers des photos où lors du paramétrage, on va vérifier qu'on ne prend pas un espace dans la rue si on n'a pas à le prendre, on ne prend pas le balcon du monsieur du 4e étage qui est directement en face de notre caméra. Et puis, si notre angle de vue est nécessaire, mais peut prendre des zones qui seront privées ou à risque ou non autorisées, on va mettre en place des masquages. Et les masquages qui sont recommandés sont des masquages logiques. Quelle est la différence entre un masquage physique et logique? Le masquage physique, en gros, c'est tous les éléments physiques, une plaque, un scotch, des éléments qui vont être posés sur la caméra, sur le caisson de la caméra, sur une vitre sur laquelle il va y avoir une interférence entre la zone qui est filmée et la caméra, ou parfois même à l'intérieur même de la caméra, et c'est ce qu'on appelle un masquage physique. L'inconvénient du masquage physique, c'est que s'il y a des vibrations, si quelqu'un vient intervenir, s'il y a du vent, s'il y a un certain nombre de décollements du procédé de fixation du masquage physique, eh bien, le masquage physique peut tomber. Donc, on va préférer des masquages logiques. Ces masquages logiques, c'est le logiciel qui va définir un parallélépipède sur lequel on ne va pas pouvoir prendre des images dans la captation des images. On va privilégier des masquages à 100% de suppression de l'image plutôt que du floutage. Pourquoi? Parce que le floutage est un procédé de sécurisation, mais qui permet de réinterpréter les images, et on le voit maintenant pour très peu cher, même gratuitement, on peut récupérer des images, même floues, les passer dans des modèles d'IA qui vont permettre de pouvoir réinterpréter. Donc, premier élément, les cônes de vision qu'on sécurise à la fois par les angles et par le masquage. On va pouvoir aussi conditionner les prises de vue à des événements qui sont nécessaires. Donc, par exemple, on va mettre des horaires de captation. On ferme le système de vidéosurveillance ou de vidéoprotection sur les moments où on n'en a pas besoin. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre que pendant les horaires de bureau, puisque parfois le système est nécessaire en dehors des horaires de bureau. Donc, on va piloter, en fait, les moments où on va filmer par des horaires, par des capteurs, par exemple des capteurs optiques ou des capteurs infrarouges, j'en ai parlé tout à l'heure, par du déclenchement manuel si on a un risque particulier. Exemple, on est dans un hall de réception du public, on met en garde les personnes qu'il peut y avoir un déclenchement de la vidéo s'il y a un comportement agressif, ou on ne peut déclencher la vidéo que dès lors qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la boutique ou qui rentre dans le service. Enfin, toujours dans le cadre de la minimisation de la collecte, à un moment, si on va surveiller l'espace public, la voie publique, un établissement recevant du public, il y aura une autorisation préfectorale, et dans le cadre de l'autorisation préfectorale pour la vidéoprotection, puisque dès lors qu'on fait de la surveillance sur la voie publique ou dans le domaine public, c'est ce qu'on appelle la vidéoprotection, il faudra qu'on mette en œuvre les protections qui sont requises dans le cadre du CSI. Donc ça, c'est la première série de risques sur la collecte excessive, et on va regarder une deuxième série de risques qui sont l'exposition des données sur Internet. Tout à fait. Et donc, pour l'exposition sur Internet, on en a déjà un petit peu parlé pour plusieurs de ces risques. On avait parlé, par exemple, des accès directs distance sans VPN. C'est effectivement un problème assez important. Il va falloir nécessairement vérifier qui peut accéder à distance et vérifier que c'est toujours via un VPN pour sécuriser, en tout cas, encore une fois, rajouter une couche de sécurisation, en tout cas, à distance. On a l'absence de chiffrement qui est un problème et qui peut faire que les données sont récupérées en clair et effectivement ensuite se retrouvent partagées sur Internet. Ça peut être des ports ouverts qui ne devraient pas l'être, encore une fois, parce que beaucoup de routeurs ou de box vont ouvrir automatiquement des ports, les ports UPnP. Et ben, c'est une porte en fait qui est laissée ouverte sans verrou. Donc ça peut laisser votre caméra visible par n'importe quel moteur de recherche de dispositifs connectés, comme par exemple Shodan pour ceux qui connaissent. Aussi, attention, il y a tout ce qui est dispositif vidéo sur le réseau partagé de l'organisation. Ça peut être une erreur de conception classique. Si c'est
caméra elle est sur le même réseau que vos postes de travail, bah, si jamais il y a un compromis sur la caméra, une compromission, vous allez avoir un accès direct à tout le reste de l'organisation. Donc attention aussi à mettre sur un réseau distinct. Et pour pour l'absence de chiffrement, on en a parlé, la donnée ne doit jamais être nue, elle doit toujours transiter de façon chiffrée. Pour tout ce qui est ensuite isolation, donc les recommandations ANSSI par rapport à l'isolation et au chiffrement, on nous donne 3 recommandations par l'ANSSI. On veut un VLAN dédié, donc ça c'est vraiment la recommandation numéro 1. On veut une bulle réseau qui est hermétique pour toutes nos caméras. Comme ça, si jamais un attaquant arrive à prendre le contrôle d'une caméra, et ben, il va rester enfermé dans cette bulle et ne peut pas sortir pour atteindre tous nos serveurs de données, notre compta, etc., qui seraient sur le réseau interne. On veut évidemment donc du chiffrement systématique des flux, donc de l'HTTPS, du RTSP sécurisé, etc. On ne veut rien transmettre en clair, donc on utilise tous les protocoles sécurisés. Donc le but, c'est quand même de garantir, encore une fois, l'intégrité, la confidentialité des images, même en cas d'interception. Et enfin, un VPN obligatoire, c'est normal pour tout ce qui est accès distant. On ne veut pas d'exposition directe. Donc, si c'est du travail à distance ou même de la maintenance, l'exposition directe, elle est à proscrire. Si on veut voir les images, il faut d'abord rentrer dans un tunnel privé, donc le VPN qui va venir authentifier l'utilisateur. C'est encore une fois le principe du zéro exposition directe. Autre type d'événement, les identifiants faibles, donc c'est la possibilité de se connecter. Donc là, différents types d'événements possibles. Soit on a des mots de passe par défaut qui ont été livrés quand on a acheté le système et on ne les a pas modifiés après l'installation. On va avoir aussi des couples de login et de mots de passe qui sont stockés en clair. Le classique étant, je laisse un post-it ou dans le deuxième tiroir, on a les identifiants mots de passe pour pouvoir accéder au système. Dans le même registre, les comptes partagés, c'est-à-dire on n'a pas un utilisateur égal un compte, on a plusieurs personnes qui peuvent accéder à un compte. On a aussi une authentification simple, simplement avec un login et mot de passe sans système complémentaire pour renforcer. Et puis, toujours sur les identifiants faibles, c'est qu'on permet parfois d'accéder à des fonctionnalités très étendues de paramétrage, d'extraction, etc., à tous les utilisateurs parce que on n'a qu'un système d'identification. Alors pour ça, on a un certain nombre de règles qui sont à nouveau issues de la CNIL et aussi de l'ANSSI. On va en résumer quatre domaines. Un identifiant unique par utilisateur. Un système de vidéoprotection ne doit pas, même s'il y a du personnel qui passe régulièrement, avoir un seul système d'identification. Pourquoi? Parce que ça corrompt votre possibilité de pouvoir ensuite retracer qui a accédé à quoi, et ça enfreint notamment des obligations de confidentialité réduites aux seules personnes qui sont habilitées. La politique de mot de passe, et notamment il y a les recommandations depuis 2024, il faut qu'elle soit robuste. Il faut notamment obliger qu'il y ait un certain nombre de caractères, de variantes, sachant qu'on a aussi l'interdiction de réutiliser des mots de passe qui ont été intérieurs. Donc c'est sûr que ça oblige parfois à avoir des portefeuilles, des porte-clés de gestionnaire de mots de passe qui permettent de pouvoir avoir des mots de passe qui sont robustes. L'authentification multifacteur, vous commencez à le connaître de plus en plus, et il est indispensable de le mettre sur un système de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, de façon à ce que le simple couple identifiant mot de passe ne suffit pas à pouvoir se connecter. Donc, soit on va avoir des systèmes du type authenticator, du type envoi de SMS, du type les systèmes Hello ou les systèmes de contrôle de biométrie pour pouvoir accéder. En tout cas, tout un tas de systèmes qui viennent mettre une deuxième couche qui évite que s'il y a eu corruption du couple identifiant mot de passe, on ne puisse pas accéder. Enfin, les habilitations doivent être strictes. Et le principe, c'est le principe du moindre privilège, c'est-à-dire j'ai une fonction opérationnelle, je n'utilise dans le cadre de mon habilitation que les fonctions qui sont nécessaires. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui ne vont regarder que les vidéos et qui ne pourront pas avoir un droit d'extraction. Et puis, on va avoir un chef de service, un responsable de la sécurité, par exemple, qui aura la capacité à pouvoir extraire les données. Donc là, on est sur des précautions qui sont rappelées régulièrement par la CNIL et sur lesquelles il y a des contrôles et des sanctions. Tout à fait.
On passe ensuite donc sur tout ce qui va être la faiblesse, en fait, entre guillemets, la faiblesse logicielle. C'est vraiment les défauts de sécurité que vous allez soit laisser de base, soit engendrer parce que pas suffisamment de suivi et de mise à jour. Donc, c'est effectivement l'absence de mise à jour critique de sécurité, l'absence de système de journalisation, le paramétrage qui est absent pour la suppression des images, qu'on s'est dit tout à l'heure, une version VMS qui est bloquée par votre version d'OS et des firmware caméras qui sont obsolètes. Évidemment, si vous ne mettez pas à jour en temps et en heure vos différents OS, eh bien, des nouvelles failles sont en fait découvertes, sont patchées. Vous ne les avez pas patchées. Et donc, forcément, un attaquant, ce qu'il va tenter en premier lieu, c'est de récupérer la version d'OS que vous utilisez. Il peut comme ça se rendre compte rapidement si oui ou non vous avez la dernière mise à jour ou pas. Et si ce n'est pas le cas, en fait, malheureusement, comme il y a des patchs de sécurité qui sont mis en place assez régulièrement, on a aussi accès librement et publiquement aux différentes failles qui avaient été patchées. Donc, si on se rend compte que vous n'avez pas la dernière version, on n'a qu'à essayer finalement de passer par une des failles qui était existante dans la version précédente. Donc, c'est un peu un effet domino. Il faut faire assez attention à toujours avoir quelque chose à jour. De ce fait, pour les faiblesses logicielles, on est sur une logique de maintien en sécurité. On est sur des obligations qui sont dites continues. Donc, toutes les mises à jour doivent être faites sans délai. Les correctifs critiques sont toujours déployés immédiatement. En cybersécurité, en fait, le temps, c'est toujours le meilleur allié de l'attaquant. Plus vous attendez pour mettre à jour votre firmware, plus vous êtes exposé. Donc, on veut des versions forcément à jour. L'ensemble de la chaîne doit être homogène. Le firmware des caméras, les OS des serveurs, vos logiciels et VMS, etc. On veut une vision globale de l'infrastructure à jour. On l'a dit, la journalisation des accès, c'est hyper important que ce soit en cas de contrôle, mais c'est hyper important pour vous aussi, pour savoir qui a accédé à quoi et quand et pourquoi. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Donc, encore une fois, ici, le but, ce n'est pas non plus simplement de collecter des logs, il faut savoir les regarder. Donc, une revue régulière permettra également de détecter, par exemple, des tentatives d'intrusion qui auraient été avortées avant qu'elles ne réussissent. Déjà, ça permet de voir d'où ça vient et de se rendre compte que la sécurité en place actuellement, en l'état, elle est suffisante et tant mieux. Et enfin, maîtrise donc de la conservation. On le rappelle, 30 jours, c'est un maximum légal. Ça doit être effectif techniquement et ça doit être auditable. Donc, je dois être capable de prouver à un contrôleur, donc à la CNIL ou autre, que ma donnée, elle est réellement détruite une fois que ce délai de 30 jours est passé. On va voir ensuite donc, tout ce qui est détournement potentiel d'images et des finalités. Alors, ici, quelques types d'événements assez classiques. Par exemple, des ports sur les caméras, une prise USB, une prise Ethernet, un slot SD card qui sont ouverts et accessibles. Un réseau filaire qui ne va pas être protégé. Des caméras qui vont être à hauteur d'homme et qui sont facilement accessibles. Le poste d'administration qui n'est pas protégé. On peut rentrer dans le local sans protection. Le stockage des extractions d'images qu'on fait sur le réseau commun sans protection particulière. Donc ici, à nouveau au niveau des sécurités qui sont présentées après, on est sur un mix de recommandations qui sont liées de la CNIL et de l'ANSSI. Déjà, pas d'accès ouvert aux caméras, c'est-à-dire tous les ports physiques, les slots, les câbles non soudés sont à proscrire autant que faire se peut. Bien entendu, vous allez parfois avoir un conflit dans le cadre de l'achat. Plus vous avez un système qui est sécurisé, plus il va être cher. Toutefois, c'est un minima qui va être requis, et notamment dans le cas de la sanction samaritaine, c'est parce qu'il y a eu un défaut de protection de ces ports physiques ouverts qu'il y a pu y avoir justement un vol des données. La protection de tous les composants, les caméras, les routeurs doit être à jour et vérifiée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de protéger les accès, mais si on peut se brancher sur le système, et c'est la même chose pour la protection physique des réseaux filaires, si on peut se brancher, substituer un composant, le remplacer par un équipement défectueux ou qui est repiloté, si on n'a pas des goulottes ou des câblages qui sont protégés pour les réseaux filaires,
c'est une possibilité de pouvoir se brancher sur le système. Donc, on va regarder, on va analyser que les composants physiques, et notamment les réseaux filaires, et pas que, les routeurs, sont protégés par eux-mêmes, ne sont pas déboulonnables, ne sont pas accessibles. Les postes de supervision, c'est la même chose. Le principe, c'est une salle protégée, si possible fermée à clé ou avec un badge d'accès, et sans qu'il y ait d'autres activités dans la même salle pour pouvoir dédier l'accès. Une authentification MFA, des mises en veille des écrans. On ne présente pas les écrans de supervision au vu et au su du public ou de tout le monde. Donc, on sécurise la supervision. Et puis enfin, les extractions. Les extractions, souvent, ne sont pas prises en charge dans le cadre des VMS, c'est-à-dire que vous faites votre extraction à partir de votre logiciel et ensuite, vous le mettez quelque part. Eh bien, on évite de le mettre sur des clés USB, on le met sur un réseau avec des codes sécurisés. On fait une revue régulière de façon à supprimer les images s'il n'y a pas eu de procédure supplémentaire dans le cadre de ces données, de façon à ce qu'on n'ait pas des données dormantes sur plus de 30 jours qui soient non justifiées. Dernière série d'événements. Ouais. Qu'en est-il des utilisations illicites ou à risque? Alors ici, ça rejoint un petit peu les points qu'on a vus juste avant, sauf qu'on va avoir aussi des usages par erreur et pas automatiquement mal intentionnés. Donc, des personnes qui vont pouvoir extraire des images et ne savaient pas qu'ils avaient à l'utiliser, ou ils vont utiliser et faire un usage utilisé ces images. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un cas fréquent, c'est qu'on donne la possibilité à des personnes qui ont une responsabilité en dehors de la protection des biens des personnes de pouvoir accéder aux images. On l'a vu par exemple dans des communes, dans des collectivités publiques sur lesquelles on a des élus qui accèdent à des images alors qu'ils ne sont pas habilités. Autre domaine d'utilisation illicite ou à risque, on va croiser les données avec d'autres systèmes, on va l'utiliser pour pouvoir entraîner les images, on va brancher des fonctionnalités augmentées qui vont avoir des risques particuliers sur les images. Et puis, tout simplement, on va aussi transférer à des personnes qui ne sont pas habilitées. Donc ici, on a un corpus de sécurité qui est à nouveau assez classique et qui est rappelé dans le cadre du RGPD, dans le cadre du CSI et dans le cadre aussi de l'AIA Act. 4 grandes familles. Les habilitations, il faut qu'elles soient strictes et nominatives, on en a déjà parlé. S'il y a des finalités ultérieures, c'est-à-dire que si on veut utiliser les images pour d'autres finalités, eh bien, il faut le documenter, il faut que ça rentre dans le registre, il faut qu'il y ait une analyse d'impact, il faut qu'on sécurise éventuellement les flux en dehors du dispositif. Donc, ce n'est pas impossible de faire évoluer, mais il faut pouvoir le sécuriser. Les extractions doivent être tracées. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des logs, des journaux des extractions, une identification nominative des personnes qui ont extraites. Et puis enfin, la vérification de la légitimité des demandes d'accès. Donc là, on est plutôt sur du processus. Si, par exemple, les forces de l'ordre demandent à pouvoir extraire les données, eh bien, il faut que la demande soit écrite. Il faut pouvoir légitimer et motiver sur une base légale particulière. Et ça ne peut pas être excessif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un accès permanent, par exemple, s'il n'a pas été fondé. Donc voilà un certain nombre d'événements techniques, informatiques, procéduraux sur lesquels il peut y avoir des impacts et sur lesquels les référentiels, mais pas que du RGPD, on l'a vu, du CSI, de l'AIA Act ou de l'ANSSI, permettent de sécuriser. Et je vois qu'on est très bavard comme habituellement et je ne donne pas ma part au chien. Je vous propose qu'on passe sur le choix du prestataire parce que c'est un complément sur ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce que souvent, vous achetez un pack avec un ensemble d'éléments, de prestations. Donc, on va d'abord regarder l'angle juridique et encadrement, et on va vite passer après sur les process techniques à regarder. Alan, je te passe la main. Tout à fait. Effectivement, je voulais commencer cette partie sur les prestataires par ce rappel quand même quant à la responsabilité solidaire qui est possible. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'organismes qui pensent que le fait de confier sa vidéosurveillance à un prestataire externe, eh bien, ça les décharge complètement de toute responsabilité en cas de problème légal, juridique.
Et pour le coup, c'est une erreur majeure parce qu'encore une fois, en matière de conformité et de protection des données personnelles et de cyber, la responsabilité, elle est partagée en fait potentiellement. Donc ça, c'est le concept que je vous remets en avant, le concept de responsabilité solidaire. Le RGPD, souvenez-vous, si vous ne savez pas, en tout cas, je vous l'apprends, mais a introduit la notion de co-responsabilité, c'est-à-dire qu'en cas de violation de données personnelles, que ce soit de la fuite d'images, le piratage de votre réseau, même via une caméra qui n'avait pas été suffisamment sécurisée, eh bien, l'autorité de contrôle, donc la CNIL en France, peut très bien se retourner contre vous, l'organisme qui met en place la vidéosurveillance, donc le responsable de traitement, et également contre votre prestataire qui est considéré comme sous-traitant au sens du RGPD. Et ça peut se faire de deux façons. Soit c'est de façon conjointe, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux visés par la procédure et vous pouvez être sanctionnés tous les deux. Ou alors, ça peut carrément être quelque chose d'individuel. La sanction peut être individuelle. Par exemple, votre prestataire, il a fait faillite, il est insolvable, il est introuvable, que sais-je. Eh bien, vous pouvez être de ce fait le seul à porter le poids de la sanction financière si vous n'avez pas réussi justement à prouver que vous aviez choisi un partenaire sérieux. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'encore une fois, c'est pas parce que je sous-traite une activité que je peux penser que finalement, j'aurai plus aucune responsabilité sur cette activité en question. Je continue ensuite avec justement les garanties suffisantes. Ce qu'on expliquait juste avant, on doit prouver qu'on a choisi un partenaire qui dispose de sécurité et de conformité suffisantes. Encore une fois, ce n'est pas une option. Ce qu'on dit là, ce n'est pas une bonne pratique, c'est vraiment une exigence légale. Donc, dans les contrats qu'on va passer, qu'on va conclure avec nos différents prestataires et dans les logiques de process d'achat, je vais vérifier plusieurs choses de façon automatique. Donc, tous les points de contrôle contractuels, c'est des instructions qui sont documentées, c'est-à-dire que votre prestataire n'agit pas selon son bon vouloir, c'est vous, en tant que responsable de traitement, qui lui donnez des instructions précises et écrites, forcément, par le contrat. Donc, on explique quelles caméras sont ciblées, quel est le stockage, quelle est la durée, etc., etc. Tout ça doit être cadré. Ensuite, on a un engagement de confidentialité. Donc, tout le personnel chez votre prestataire, que ce soit les techniciens qui viennent sur le site pour l'installation et la maintenance, ou les personnes qui auraient accès à distance, par exemple, doivent être contractuellement liés à une clause de confidentialité stricte concernant les images auxquelles ils pourraient potentiellement avoir accès de par leurs activités. Ensuite, on a tout ce qui est logique de mesures de sécurité et de checklist. Vous allez forcément devoir exiger de la part de votre prestataire un descriptif technique des mesures de sécurité qu'il a mis en place. Vous allez également devoir lui demander, à la fin d'une installation ou d'une maintenance, cette checklist et cette certification qui montre ce qui a été fait et à quel point on est bon techniquement parlant. Donc, est-ce que les mots de passe ont été changés, ceux qui étaient mis par défaut? Est-ce que le firmware est à jour, etc. Et je ne signe jamais, en tant que responsable de traitement, un bon de réception sans avoir eu ces différentes preuves des modifications qui ont été faites. Aussi, il faut réfléchir et mettre en place un droit d'audit. C'est encore une fois normalement une clause qui est non négociable, même si les prestataires essayent de la négocier au maximum. Vous avez le droit, en tant que responsable de traitement, d'aller vérifier, soit par vous-même, soit via un tiers, que le prestataire, effectivement, respecte les engagements contractuels et aussi les engagements de sécurité qui ont été promis au départ. Et enfin, tout ce qui va être transfert de données et fin de contrat. Encore une fois, si jamais nos images de vidéosurveillance, vidéoprotection sont stockées, par exemple dans le cloud du prestataire choisi, eh bien, il faut savoir où sont les différents serveurs, déjà parce qu'on va devoir encadrer les différents transferts, est-ce qu'ils sont en Europe ou pas, et surtout, que vont devenir ces données si je change de prestataire. Donc, je vais devoir prévoir une clause qui va expliquer que en fin de prestation, soit les données sont supprimées, soit elles sont restituées en intégralité au responsable de traitement avant d'être supprimées, à votre choix. Je vais laisser... Oui, on vous met ici une liste de points et pour ceux qui seront intéressés sur le support complet, on met les grandes familles de points d'attention préalables à contrôler sur le matériel, sur la nature même du prestataire, ses certifications, sa documentation, sur les éléments de configuration et sur le placement et le positionnement. Et vous voyez des éléments qui touchent à la fois du RGPD, du cyber, de la qualité. Je voudrais conclure sur deux points qui sont liés à l'exploitation et la gouvernance du système.
Premièrement, un système de vidéosurveillance, de vidéoprotection, puisque c'est complexe, doit se gouverner, et ça de façon permanente, avec d'une part une politique, c'est-à-dire c'est un document sur lequel on va écrire, on va poser les finalités, on va dire qui fait quoi. Ça n'a pas besoin que ce soit un roman, l'important c'est qu'on sache bien à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas, et notamment de pouvoir adosser des consignes derrière pour les différents opérateurs. Et en corollaire de cette politique, c'est les rôles. Donc il y a un responsable, celui qui a décidé, le chef de l'entreprise, le chef de service. Il y a des exploitants, c'est les agents, les collaborateurs, des sous-traitants qui vont accéder aux données. Il y a les personnes qui vont pouvoir auditer. Le rôle du DPO, le rôle du RSSI aussi seront importants. Il faut aussi prendre en considération, avec la complexité qu'on a montré, qu'il faut des expertises juridiques et techniques. Alors, on a le DPO, le RSSI, mais c'est aussi de choisir des prestataires qui vont être habilités à pouvoir opérer, donc qui auront démontré qu'ils sont bons sur leur segment. Et parfois, vous allez avoir un électricien courant faible qui vous vend des caméras et un système alors qu'il n'est pas du tout spécialiste là-dessus. Sauf, peut-être, sur une partie sur laquelle il sera très bon, c'est la sécurisation des flux filaires. Donc, chaque partie va pouvoir agir dans ce rôle et dans son expertise. Bien entendu, on peut économiser de l'argent sur ces segments, mais plus vous économisez de l'argent, plus vous faites prendre des risques sur l'un des composants. Donc le fait de faire un choix de vidéosurveillance, de vidéoprotection n'est jamais obligatoire. La loi ne vous oblige pas à mettre de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection, sauf des cas très particuliers pour certains types d'organisations. Dès lors, il faut assumer qu'il y a un coût dans cette expertise qu'il faut prendre en compte dans vos budgets. Et puis enfin, c'est de planifier des procédures de contrôle et d'audit, soit en interne régulièrement par des contrôles internes, soit, et le mieux c'est de faire les deux, par un marché de maintenance prédictive, c'est-à-dire vous avez un opérateur qui va venir, il va faire des vérifications régulières pour voir si ça marche, et corrective, c'est-à-dire qu'il va remplacer les composants qui ne marchent pas, reparamétrer, repositionner les caméras, etc. Donc ça c'est la partie gouvernance. Et en corollaire de cette partie gouvernance, il y a une partie maintien en conditions de sécurité dont a déjà parlé Alan, mais qui peut peut-être à nouveau le résumer et qui est un élément consubstantiel de cette maintenance. Vraiment très rapidement, parce qu'effectivement, on en a déjà parlé plusieurs fois, on va préconiser forcément de maintenir en condition de sécuriser son système de façon extrêmement quotidienne notre système, parce qu'en fait, par exemple, les audits périodiques, on va demander d'en faire non pas de façon annuelle, mais tous les 6 mois, parce que le monde cyber évolue trop vite, en fait, pour un audit annuel. Donc, on veut vérifier un audit de technique et de conformité tous les 6 mois, pour vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles vulnérabilités, parce que des nouvelles caméras ont potentiellement pu être ajoutées, parce que j'ai pu modifier des configurations, soit de fait, soit par erreur, et donc on s'assure que finalement, tout est toujours OK. On revoit toujours aussi tout ce qui est droit d'accès, hein. On reste sur une logique du moindre privilège, mais en plus de ça, on a potentiellement des collaborateurs qui ont quitté l'entreprise, et auquel cas, on doit vérifier que ça a bien été mis à jour en termes d'accès. J'ai pas quelqu'un qui soit parti des effectifs il y a 1 mois et demi et qui pourtant son accès fonctionne toujours. Attention aussi à ce genre de choses. On vérifie que la suppression automatique à J+30, elle est bien effective, mais en plus de ça, elle fonctionne. Donc, je vais vérifier qu'effectivement, dans mes archives, dans mes sauvegardes, j'ai rien qui date de plus que J+30. Et je vérifie également que tout ce qui est journalisation, donc mes logs, sont bien en place et sont systématiques. Je sais qui accède à quoi, quand, quelle manipulation a été faite aussi sur mes différentes bases de données. Merci Alan. Pour tous ceux qui souhaiteront, je pense que Quentin a mis un petit message avec le lien du formulaire. Vous pourrez accéder à un petit bonus sur lequel on reprend sur 3 slides les grands principes sur 3 domaines réglementaires que sont le RGPD, alors réglementaire et bonne pratique sécurité. Donc le RGPD, NIS 2 et la cybersécurité, et puis enfin l'EIA Act, le RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle. Et on croise tous les points procéduraux de contrôle, de checklist à faire en amont du lancement, puis en revue régulière, pour s'assurer que tous ces composants techniques et de procédures qui peuvent mettre en risque sont aussi balayés dans le cadre de la mise en place ou de la maintenance de votre système de vidéosurveillance et de vidéoprotection.
Voilà, nous sommes arrivés avec un tout petit peu de retard, midi 4, mais je crois qu'on avait commencé à 11h02, 11h03. Je n'ai pas vu de questions, mais on en aura peut-être qui vont arriver ultérieurement. On espère tous que cette séquence vous a intéressé. Bien entendu, si nous vous présentons ceci, c'est que nous avons l'habitude d'accompagner des organisations, donc nous restons à votre disposition si vous voulez, dans le cadre de votre dispositif ou d'un futur dispositif, un accompagnement qui est à la fois juridique et technique. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Alan, je te laisse le Pareillement, mot de la merci fin. beaucoup encore une fois à tous d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, il y aura un replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou pour partager aussi à vos collègues et connaissances. Sachez qu'en plus, le lien de la présentation va vous être également partagé avec justement un écrit qui sera plus dense sur le partage. Donc, vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet encore que ce qu'on a pu vous faire à l'oral, même si je pense que c'était déjà vraiment pas mal. En tout cas, merci encore d'avoir participé à ce 5 sur 5 et on vous dit à la prochaine. À bientôt.